Après avoir publié un ouvrage sur les mines de Douai en 2021, puis un deuxième opus consacré aux mines de Lens-Liévin en 2022, les éditions de l'ESCO s'apprêtent à présent à publier le 3e volume sur les groupes d'exploitation des Nains et Wany. Un livre qui se caractérise une nouvelle fois par la richesse de sa documentation photographique, la précision des légendes et le soin apporté à sa fabrication. Un travail d'orfèvre à la mesure de l'aventure humaine que fut l'exploitation du charbon, que l'on doit à Jean-Marie Minot et à Didier Vivien, porté par les éditions de l'ESCO, dirigé par Virginie Blondeau. Bonjour Virginie. Bonjour Sébastien. Comment l'éditrice que tu es se sent-elle à la veille de la sortie de ce 3e volume de la collection Pays et paysages industriels du bassin minier Nord-Pas-de-Calais? Je suis ravie. Je suis vraiment heureuse en fait qu'on arrive maintenant au 3e volume. Donc c'est quand même des livres conséquents. Et donc il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc voilà, je suis très heureuse de continuer ce travail avec les 2 auteurs. Est-ce que tu pourrais définir le terme archéologie industrielle, le domaine dans lequel vous évoluez tous les 3 à travers la réalisation de cet ouvrage ? C'est-à-dire que Jean-Marie Minot et Didier Vivien sont auteurs, mais en même temps sont des fameux archéologues. Alors que font-ils? En fait, ils arpentent des sites industriels, soit lorsqu'ils fonctionnaient encore, soit lorsqu'on est en post-industriel, lorsqu'ils sont arrêtés. Ils les arpentent, ils photographient, et ils collectionnent à la fois donc, des photos, des documents de tout type, des cartes postales ou même des objets, et ils veulent en savoir plus sur l'histoire de ce lieu. Et après, l'étape suivante, c'est justement de mettre en récit, de mettre en lumière tout ce patrimoine, finalement, ce qu'ils ont collecté. Toute cette masse, oui, voilà. Toute cette masse documentaire pour le donner vers un public. Aujourd'hui, en collaboration étroite avec tes auteurs, tu as choisi de consacrer le 3e volume de ta collection au groupe d'exploitation des Nains, Liétard et Wany. Est-ce qu'on peut parler d'une zone géographique emblématique de l'exploitation minière de la région? Oui. C'est-à-dire que le bassin minier est quand même très allongé, très étendu. Et là, ce qui va être particulier avec le groupe Nains, Liétard et Wany, c'est qu'il y a beaucoup de concentration, il y a une forte concentration de puits de mines sur un territoire finalement assez peu étendu. Et ici, sur Nains et Wany, on a effectivement une grande concentration de puits, mais aussi de coqueries, d'ouvrages liés au fonctionnement de la mine. Quel est ton rôle, en fait, toi, en tant qu'éditrice, dans la conception, quand vous travaillez justement tous les 3 dans un ouvrage comme celui-là? Alors, je dois dire que Didier et Jean-Marie, encore une fois, eux, font beaucoup de travail, tout ce qui va être l'iconographie. Ils ont toute la matière scientifique et technique pour faire ces ouvrages. Maintenant, c'est là où j'entre dans le trio, c'est qu'effectivement, il faut que tout ça aille bien dans l'ordre et puis il faut trouver des soutiens, des partenaires. En premier lieu, on remercie vraiment la communauté d'agglomération des Nains-Carvin. D'accord. Puisque ça a été notre premier soutien et c'est le soutien majoritaire. Donc sans l'agglo, on n'aurait pas pu avancer sereinement dans cet ouvrage. Après, au niveau institutionnel, on a le département du Pas-de-Calais et puis donc le 99 bis aussi en tant qu'institution. On a l'association Mineurs du Monde qui, tant bien que mal, fait tout ce qu'elle peut aussi pour continuer à nous aider. Et après, on a réussi à décrocher ce qu'on va appeler des partenariats privés. Donc là, c'est des groupes dans nos entreprises. Donc le groupe Bisdero pour son soutien, notamment logistique, transport. Et puis, ils ont un site aussi qui est mis en valeur à l'intérieur du livre. Après, on a le groupe L'Empereur, qui, lui, a eu la naissance de ses premières concessions dans le groupe des Nains Wany. Donc, ils avaient à cœur, c'est une sorte d'attachement, en fait, au territoire. Et puis, le groupe du Risotti, pareil, installé sur une ancienne fosse à Sallaumines. Après avoir déjà réalisé 2 ouvrages de genre avec Jean-Marie Minot et Didier Vivien, est-ce que tu dirais que le travail de conception pour cet ouvrage a été plus facile ? Alors ça, c'est comme lorsqu'on a un déménagement à 500 mètres de chez soi, on pense que tout va aller comme sur des roulettes. Néanmoins, il y a toujours une masse de travail conséquente à produire. Il y a toujours des surprises alors qu'on commence à avoir de l'expérience. Donc, il y a certains processus de production où on peut aller un peu plus vite, notamment pour les relectures ou les choses comme ça. Mais non, il y a toujours un travail faramineux à produire. Mais on est très motivés. Suite à ces 2 premiers ouvrages, quelle est ton ambition pour celui-ci ?
Cet ouvrage est publié à 1200 exemplaires. D'accord. Et il se trouve que, voilà, avec les soutiens institutionnels et industriels et le préachat de clients privés particuliers, puisque maintenant, on commence à avoir un lectorat qui nous suit et qui nous est fidèle. Alors ça, on les remercie aussi tous chaleureusement. On a la moitié du tirage qui est déjà prévendu. On ne fait pas ce livre pour nous, on le fait pour transmettre, effectivement. Pour transmettre exactement la mémoire. Et on a eu la belle surprise, bon, c'était l'ouvrage précédent parce que celui-là n'est pas encore connu, bien sûr, où en fait quelqu'un du public a reconnu son grand-père et a été ému aux larmes puisque c'est la première fois que cette personne voyait son grand-père en tenue de mineur. D'accord, connaissait pas la photo. Non, tout à fait. Et ça c'est la magie des archives qu'on va pouvoir exploiter. Et au lieu qu'elles dorment et qu'elles meurent discrètement, on peut vraiment les mettre en valeur et raconter l'histoire des gens qui sont proches de nous finalement. Virginie, merci beaucoup pour ta présence sur ce plateau. Avant de poursuivre notre émission, je te propose de visionner une petite mise en image de ce livre, un clip réalisé par Evan Guillain, et on se retrouve juste après. Voilà, de retour sur le plateau dont vous en parle, en compagnie de Jean-Marie Minot, qui signe avec Didier Vivien ce nouvel ouvrage encyclopédique consacré au groupe d'exploitation d'Enna Liétard et de Wany. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Sébastien. Quelles sont les limites géographiques du groupe dont il est question dans ce nouvel ouvrage ? Alors, les limites géographiques, on va les situer, si je peux, par commune. On a donc Courcelles et Le Forêt qui sont la limite, bon, qui ne sont pas incluses dans ce groupe. Hein. Et de l'autre côté Lens et Liévin, c'est Sallaumines qui est dans le groupe. Et puis les communes de Billy-Montigny, au nord, c'est la limite du nord, c'est Estevel. D'accord. Estevel, Carvin, voilà. Est-ce qu'on peut également resituer justement son évolution dans son contexte historique ? Parce que on est là vraiment au cœur de la redécouverte déjà du charbon par Madame de Clères à quelques pas d'ici, d'ailleurs. Oui, c'est ça, en fait, c'est la découverte du gisement du Pas de Calais. D'accord. J'insiste sur Pas de Calais, hein, qui s'est faite en 1841. D'accord. On est mise en exploitation à la fosse neuve de l'Escarpelle, dans le nord, à Rovain-Andin, en 1847. D'accord. Donc c'est à partir de là que tout redémarre ici, dans le Pas-de-Calais. Oui, en fait, ça a été une flambée. D'accord. Très, très rapidement, hein, de 1841 à 1852, pour retenir ces dates, on avait découvert le bassin dans sa totalité. Ah oui, donc très rapidement. D'accord. Ça a été une fièvre. C'est la fièvre de l'or aux États-Unis. Comme la ruée vers l'or, oui, voilà, c'est ça. Ruée vers le charbon à l'époque. Alors, est-ce que c'est dans ce groupe d'exploitation qu'il s'est déroulé, donc au début du siècle dernier, la fameuse catastrophe de Courrières ? C'est ça, oui. C'est ça aussi, oui. Voilà. Alors, il y a eu ces particularités, justement, malheureusement, pour ce groupe des Enna Liétard, cette catastrophe de Courrières, 1099 morts, il faut le rappeler, hein, c'est énorme. Et c'est également sur ce groupe d'exploitation qu'on va mettre fin à l'exploitation charbonnière, mais cette fois-ci dans toute la région. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Entier. Le bassin minier Nord-Pas-de-Calais s'est éteint ici, sur Wany. Donc à quelques centaines de mètres, justement, de la découverte du charbon par Madame de Clercq. C'est quand même symbolique. Ouais. Quels étaient les ouvrages justement remarquables ou emblématiques de ce groupe d'exploitation alors ? Alors, l'ouvrage remarquable, à mon avis, hein, c'est la fosse 10 d'Oigny. D'accord. Parce que cette fosse 10 d'Oigny, elle était située juste à côté de l'autoroute. La plus fréquentée, une des plus fréquentées d'Europe. On la voyait constamment, cette tour qui était juste à côté, et c'était la deuxième plus grosse fosse du bassin en fait. 6200 tonnes nettes par jour, au mieux de sa forme, qui était remontée par cette fosse numéro 10, dans un gisement qui était difficile. D'accord. Il faut le préciser aussi, hein, il y a la difficulté du gisement dans la région, des veines relativement petites. Hein. Est-ce que ce sont les ouvrages à l'époque qui existaient se sont trouvés impactés
au sortir notamment de la Première Guerre, voire de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, comme partout. Oui. Toute cette zone occupée, tout a été détruit. Alors pas par les combats, comme sur Lens et Liévin, mais par les Allemands à la retraite, qui ont systématiquement détruit toutes les installations minières et autres, sidérurgiques, jusqu'à la frontière belge. C'est une guerre industrielle. Je reviens sur cette guerre de 14-18. Oui. C'était une guerre industrielle. Au niveau des techniques d'extraction charbonnière, est-ce que c'est un groupe qui va impulser des avancées technologiques majeures en la matière et qui vont du coup profiter aux mineurs? Oui, alors il y a eu toutes ces machines. Bon, on ne va pas parler du marteau-piqueur, parce qu'en fait, le marteau-piqueur, c'était un outil de destruction quasiment du mineur. On ne va pas en parler. Mais ce qui a été Aveuse, Rabot, soudainement marchand, ça a été un progrès énorme pour le mineur et ça a été appliqué dans la mesure du possible, parce que tout dépendait des veines de charbon. Ça a été appliqué en général dans le bassin. On était pratiquement à la pointe du progrès dans ce domaine. Quelles sont les photographies et documents exceptionnels ou rares que vous avez pu réunir avec Didier Vivien pour cet ouvrage ? Alors, il y en a un qui me vient aussitôt à l'esprit, c'est la fosse numéro 1 des mines de Courrières. Il y existe une photo. Une seule photo. Pas deux. Oui. Une seule photo. Et on se l'est procurée. Et elle est vraiment exceptionnelle. D'accord. Elle se trouvait où Alors, elle se trouvait à côté de Cora. Il y a encore les bureaux qui existent. C'est un restaurant maintenant ou un estaminet. D'accord. En dehors de votre propre fonds et celui de Didier, à quelle autre source avez-vous pu avoir accès et pu puiser justement vos archives pour constituer cet ouvrage ? Alors, les archives du monde du travail, en priorité. Où se trouve le fonds Léon Fario. D'accord. Léon Fario, il faut en parler parce qu'il y a des photos de lui dans le livre. Ces photos sont exceptionnelles. C'était un photographe à l'époque ? Alors, c'était un photographe professionnel. D'accord. Qui travaillait, entre autres, pour les houillères. Les houillères faisaient appel à lui parce qu'il n'y avait pas de photographe attitré à cette époque-là. Et Léon Fario a fait toute la modernisation dans les années 50. Et Didier et moi, on a été tous les deux d'accord pour dire que Léon Fario a fait des photos exceptionnelles. D'accord. Qu'on retrouve bien évidemment dans le livre. Alors, Fauther également. Fauther, je rends hommage aussi à Philippe Fruitier, qui nous autorise à reproduire le fond photographique Fauther. La couverture, c'est une photo Fauther. D'accord. Qui était basée à l'Équin. Et Philippe Fruitier l'a acquise, cette société, et nous a autorisé à reproduire des photos. D'ailleurs, cette couverture, on va en parler un petit peu parce que, alors c'est la fosse 10, on est d'accord, de Wany, dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Par contre, il y a quelque chose de très très important aujourd'hui qui est à sa place. Oui, Delta 3. Delta 3. D'accord. Okay. C'est exceptionnel, là aussi. Il faut citer ça. Il y a un coup de chapeau à donner à tous ces élus qui se sont battus après la fermeture de la fosse 10 pour qu'il y ait une suite. D'accord. Ça aurait pu être une friche. Oui. Puis point final. D'accord. On aurait complètement oublié ce qu'il y avait. Là, maintenant, on a de nouveau une activité intense sur ce site. Est-ce qu'il reste néanmoins des traces de cette épopée minière sur le territoire et comment ces vestiges ont été ou vont être sauvegardés ? Alors, le plus beau, mais on y est. On y est. C'est la fosse 9. Bien sûr. On ne peut pas mieux. D'accord. C'est l'un des, on va dire, 5 grands sites du bassin minier. À mon avis, le plus beau. C'est pas parce que j'y travaille, mais mais je pense que le site du Neuf, il est quand même exceptionnel. Finalement, le fait que ces lieux aient été appropriés par d'autres, pour d'autres activités, est-ce que c'est pas là finalement le plus bel hommage qu'on pouvait rendre aux mineurs ? Je pense. Oui. Ce sont des mineurs qui ont fait revivre ces lieux. D'accord. Ce sont d'anciens mineurs qui ont fait revivre la fosse 9. Ce sont d'anciens mineurs qui ont fait revivre les amis de la mine également, d'anciennes personnes, des personnes qui venaient d'un peu de tous les horizons pour le chemin de fer aussi. D'accord. Jean-Marie, votre nouveau livre sort dans quelques jours, mais je crois savoir qu'une autre sortie est d'ores et déjà prévue en novembre. Est-ce que vous pouvez m'en dire 2 mots ? Alors celle-là, ça me touche encore plus, si on veut dire, que celle des mines, parce que c'est le chemin de fer. Je suis venu à la mine par le chemin de fer, en fait. J'avais 4-5 ans,
Je courais déjà après les locomotives à vapeur pour voir les numéros que je ne connaissais pas parce que je ne savais pas lire. D'accord. Hein. Et puis, ces locomotives évoluant dans les sites miniers, à Voisier, en fait, très vite, je me suis intéressé à la mine. J'avais 10 ans que je m'intéressais déjà à la mine. D'accord. Voilà. Mais le chemin de fer, c'était exceptionnel. Il y avait des trains partout, ce qu'on a quasiment oublié maintenant. Très bien. Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Virginie Blondeau qui vous a précédé sur ce fauteuil. Et bon vent donc à ce nouvel ouvrage consacré au groupe d'exploitation d'Hénin et Oigny. Merci Sébastien. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle.